Bienvenue dans We Love Série, votre rendez-vous dédié aux séries, d'où le nom. Du coup, c'est plutôt pratique. Un podcast We Love Cinéma, et dans We Love Série, eh bien, on reformate pour encore plus de plaisir. Ouais, j'ai un peu volé ce slogan à un autre type de produit, mais je me suis dit qu'ici, ça marchait bien aussi. Désormais, en première partie de ce show que le monde entier nous envie, l'actu des séries, une œuvre décryptée avec talent et acuité par l'un de nos chroniqueurs émérites. Et ensuite, un invité de prestige viendra décortiquer sa série culte. Et pour ce premier We Love Série rebooté, l'acuité, ce sera Renan Cros, journaliste, professeur, mannequin sourcil à ses heures perdues. Et le prestige, ce sera François Descraques, créateur entre autres du Visiteur du Futur, de Deadland, de Dark Stories, de Mystère à Saint-Jacques. Et ben, tout comme aussi de ce que Wikipédia appelle l'effet Descraques. J'aime bien le dire parce que ça claque, c'est écrit sur sa page Wikipédia. Mais bizarrement, il est mieux présenté que moi, lui, j'ai l'impression. C'est l'invité prestige. C'est quand d'un seul coup, il y a beaucoup de web-séries, si j'ai bien compris, François. Oui, ça a causé le malheur de beaucoup de parents. Voilà, et le bonheur de beaucoup d'entre nous. Voilà. Donc pour tout ça, merci. Et toi, tu prends la parole, je t'ai même pas dit bonjour. Bonjour. Bah, c'est le mannequin sourcil. J'avais rien de plus. Ah, il n'a pas changé. Vous avez le droit d'interagir, tous les deux, mais ce sera décompté de votre temps de parole. Et passons donc à l'actu du jour. Disponible sur Netflix et au programme aujourd'hui, Lock and Key, d'après le comics écrit par Joe Hill, le fils, parce que le fil, ça n'aura aucun intérêt. Le fils de Stephen King est showrunné par Carlton Cuse, l'un des hommes derrière Lost. Et hop, le point Lost est atteint dès la première rebootée. Une drôlement chouette série. Alors bon, ce que je vais vous raconter du coup n'a rien de très chouette, mais après le meurtre de leur père dans d'étranges circonstances, les frères et sœurs Locke emménagent avec leur mère à Key House, leur maison ancestrale où ils découvrent des clés magiques potentiellement liées à la mort de leur père. Hey, check it out. We're here. Welcome to Key House. I could never get your father to talk about his life here. My kids need a home. Does it have to be this home? Hello? Are you my echo? Renan Cros, on dit quoi ? On dit série de science-fiction ou coming of age story ? Eh ben, on dit coming of science-fiction, je sais pas très bien. Le mec veut pas trancher. Non, mais c'est très bizarre comme série parce que moi je trouve que c'est une série chausson. C'est-à-dire, c'est une série dans laquelle on met ses pieds comme ça, ou ses mains, comme vous voulez. Donc le concept du chausson, voilà. en quelque sorte. Et on est à la maison, on est content, c'est-à-dire que... C'est soit ses pieds, soit des pommes. Oui, ça c'est vrai. Ou alors c'est une série moufle. C'est une série moufle, peut-être. Mais on met pas ses pieds, du coup. Mais est-ce qu'on est à l'aise dans des moufles ? Est-ce qu'on est plus à l'aise dans des moufles que dans des chaussons ? Je lance le débat, répondez tout de suite, on attend vos appels. Je vois très bien ce que tu veux dire, c'est une série extrêmement confortable. Oui, et en même temps, qui part d'un comics qui ne l'est pas du tout. Et en fait, c'est là, ce qui a beaucoup dérangé avec là, les premiers retours sur la série, c'est que le comics est extrêmement brutal, violent, glauque, avec vraiment des personnages très très durs et un très 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 dur. Et Netflix, en se le réappropriant, il faut savoir quand même que c'est un projet qui date d'il y a très longtemps, qu'il y avait eu un premier pilote de la série qui avait été annulé. En gros, c'était un peu le truc inadaptable. Et tout d'un coup, ils réussissent à le reformuler via Carlton Cuse. Carlton Cuse, on connaît pour l'homme derrière Lost. Exactement, l'homme derrière Lost. Et donc, qui a appliqué, en gros, la formule Lost à Lock and Key, c'est-à-dire de faire du fantastique, non pas simplement un vecteur de récit, mais de faire du fantastique un portrait des personnages. C'est-à-dire que via le fantastique, on a le portrait intime des personnages et on a en fait un récit qui est un récit sur le deuil et sur le passage, évidemment, de l'enfance à l'adolescence ou de l'adolescence à l'âge adulte. Et donc tout d'un coup, moi ce que je trouve très très beau et très émouvant dans cette série, c'est que je suis en grand 8 total sur la science-fiction, sur la fantastique. Ça se mélange un peu dans la série parce qu'il y a vraiment des éléments très fantastiques et puis parfois vers la fin ça se rapproche d'une espèce d'idée de science-fiction. Et ben petit à petit comme ça, ce grand 8 il est retravaillé par l'intime, par des émotions, par en gros moi ce que j'adorais dans Dawson, c'est-à-dire la mélancolie adolescente. Donc pour moi c'est vraiment le mélange entre ce que j'adorais dans The Haunting of Hill House par exemple, ou même dans de grandes séries fantastiques et cette espèce d'adolescence pop qui est celle de Lock and Key où la mélancolie vient on tourne des films à la maison, ça devrait plaire à notre invité, c'est-à-dire l'idée de tourner des films quand on est adolescent, de se raconter des histoires, de se faire peur, et tout d'un coup il y a vraiment ça dans la série. Alors, tu disais c'est moins noir que le comic certes, mais
Précisons quand même que c'est pas fait non plus pour les trop petits, parce que la scène de meurtre du père est quand même là. Oui. On est c'est ça qui est très étrange en fait, c'est-à-dire qu'avant de partir en science-fiction, c'est quand même ancré dans une réalité qui est hyper C'est traumatique. brutale. Mais comme C'est Lost, vraiment, comme Lost, c'est une série traumatique. oui, C'est bien une sûr. série traumatique. Mais après, par exemple, François, vous qui avez fait Deadland, vous savez la Tu le difficulté. Bah, je sais pas, je le vois, je le tutoie. J'adore. Bah, moi, c'est mon côté journaliste. Alors excusez-moi. Monsieur Descraques. Monsieur Oui, Descraques. oui. Non mais François, toi qui as fait Deadland, tu sais la difficulté de tenir du fantastique et des personnages en même temps. Et donc, moi, je trouve que c'est là la réussite, c'est que ça tient, alors que Ouais. vraiment, ça ne devrait pas tenir. Bah, c'était le plus dur, c'est quand on a fait Deadland, on a mis beaucoup de temps à trouver le mélange fantastique-réalité, quelle était la mythologie de la série et surtout quelle part on allait expliquer ou pas expliquer. Et c'est vrai que plus tu l'expliques, plus ça devient plutôt de la science-fiction dans ce cas-là. Ouais, c'est là où Lock and Key joue avec Ouais. ça, parce qu'il y a un mécanisme, donc il faut comprendre qu'il y a des clés qui font de l'ASMR aux enfants, Le c'est-à-dire voilà, c'est qu'elles murmurent. le petit garçon qu'on a entendu appeler son écho, il se trouve que l'écho en question est une jeune femme qui envoie donc ce petit garçon récupérer des clés qui se trouvent partout dans la maison et des clés qui donnent accès à des endroits auxquels normalement, tout être normalement constitué n'a pas accès. Exactement. Et donc, Soit ses souvenirs, son cerveau. Et donc il y a toujours un Enfin, mode c'est très d'emploi en bizarre. fait. C'est ça qui est assez génial, c'est qu'il y a un jeu de mode d'emploi comme la science-fiction. On va nous expliquer à quoi servent ces clés, comment elles fonctionnent. Et donc il y a un côté très didactique qui est à mon avis problématique pour certaines personnes. C'est-à-dire que c'est trop lent et ça raconte petit à petit les choses. Mais en même temps, je trouve ça tellement agréable. On vit tellement dans une ère où la série télé est tellement compliquée, où c'est tellement intelligent, que là, il y a presque un côté low profile de la série, où en fait, on suit ces personnages, on suit la découverte des clés. J'ai poussé des petits cris à chaque Low découverte. profile, mais pas cheap. Hein. Non, mais C'est plutôt bien réalisé. en fait, pour moi, c'est une série des années 90, voire même, Ouais. alors, on va dire une série des débuts des années 2000. C'est-à-dire vraiment une série qui fonctionne sur le plaisir de la narration, Ouais. des personnages. C'est pas extrêmement politique, c'est pas extrêmement complexe, mais en même temps, je suis à la maison, je suis content de les retrouver et je veux savoir ce qui se passe ensuite. Non, mais après, ça tient aussi. Ce qui marche bien, ça tient au mélange très réussi de tout ce qui se passe effectivement à base de SF dans la maison et le quotidien de ces gens qui effectivement ont un deuil à vivre, à réparer, à apaiser. C'est-à-dire que le collège est plutôt pas mal. Je trouve que même les éléments de SF qui viennent s'appuyer sur ce qui se passe généralement dans les collèges et dans les lycées marchent assez bien. Ouais, c'est le C'est-à-dire que plaisir. la boulie, d'un seul coup, on va s'en servir aussi pour en faire de la SF. Enfin, tout marche assez bien, je trouve, tout s'imbrique bien. Même la maman, l'espèce de mère courage, dont on sent qu'elle a un pet au casque, on sait pas bien quoi, on l'apprend en cours de route, et qui, elle, en même temps, est un peu tenue à l'écart de l'intrigue, parce qu'il se trouve qu'il y a que les enfants qui entendent les clés, sinon ce n'est pas drôle. Ça marche Mais assez bien. on aurait diffusé cette série lors de la trilogie du samedi. Tout le monde aurait trouvé ça normal. Ouais. Il y a ce côté-là, c'est-à-dire, je sens que ça parle à François, la trilogie du samedi. Oh oui. Mais Il veut parler de Buffy après. Bah, oui, bah je suis voilà. venu pour ça. Mais non, mais moi, j'ai retrouvé ce plaisir-là. Et en même temps, c'est difficile parce que, effectivement, quand on relit les comics, ils sont beaucoup plus denses, beaucoup plus complexes. Et ce qui est assez fort, c'est que le travail d'adaptation, en fait, on peut lire les comics et voir la série. Et c'est deux salles, deux ambiances, et c'est presque deux histoires différentes. Il y a vraiment des choses qui apparaissent dans la première saison de Lock and Key sur Netflix, qui apparaissent de manière très tardive dans les comics. Et donc, c'est vraiment, je trouve, une adaptation assez brillante pour ça, parce que l'un n'empiète pas sur l'autre. C'est vraiment un dialogue entre les deux. Oui, et puis encore une fois, ce qui est aussi très agréable, et ce qui a aussi été reproché à la série, c'est-à-dire qu'on a accusé un peu la série de surfer sur le succès de Stranger Things, parce que tout se joue à hauteur de gamins. Oui, mais bon, il y a eu des gamins avant Oui, Stranger bien Things. sûr. Enfin, il y a un moment. Les Goonies, par exemple. Oui, les Goonies, voilà, E.T. Non, mais voilà, En même temps, c'est pas le du mélange SF et gamins qui vivent mais c'est leur pas, adolescence. c'est pas du tout le même ton Non. et la même tonalité, le même rapport au récit. Ça va 2 fois moins vite que Stranger Things. C'est-à-dire que, Ouais. d'ailleurs, Stranger Things, quand on explique que c'est un pastiche de série des années 80-90, c'est pas du tout le même rythme. C'est-à-dire qu'il y a un truc dans Stranger Things très très contemporain, de rythme, de personnages qui avancent. Là, il y a presque un truc. Il y a des épisodes dans Lock and Key où il se passe pas grand-chose et c'est cool, on est content. Et où la terreur tient à une jeune femme absolument splendide, Oui, ce qui est bah, très étrange. C'est-à-dire alors, qu'il n'y a pas de, il y a pas mais parce que- d'apparition de monstre, il y a juste cette nana qui arrive et quand elle est là, c'est... Oh, Il y a un truc de conte de fées en fait. Va-t'en, Ouais, tu c'est me un fais truc de peur. conte de fées, de grands méchants loups, Ouais. de personnages qui sont. Alors, surtout, elle a un pouvoir qui est assez génial. Donc, elle a récupéré une clé qui fait que quand elle ouvre une porte, elle peut rentrer dans n'importe quel autre endroit. Et ça, c'est chouette, quoi. Il y a un truc de gamin. La quoi. menace est imminente et La menace est imminente, constante. la maison est. Enfin, vraiment, il y a un truc dans cette série que je trouve rare, c'est-à-dire de décroissance presque de Et la les série. mômes sont bien.
Ils sont vraiment Et il bien. y a Connor Jessup qu'on Connor adore. Jessup, Emilia Jones et Jackson Robert Jones Ouais. qui jouent le tout petit. Et c'est des acteurs super. Ouais. Il y a vraiment un. Alors après, effectivement, Netflix, on en a un peu marre parce qu'on a l'impression que ça s'adresse toujours à une tranche qui va de 15 à 25 ans. C'est-à-dire que des. On est pile poil le. Ah non. Mais c'est bizarre, si, pourtant. si, laissez-moi parler, Charline. J'ai toujours Ouais. 25 ans, je suis Catherine Non, mais en Deneuve. plus, je trouve que ça se joue de codes hyper connus dès que tu veux créer de l'angoisse, en fait, et qu'il y a un enfant qui est plus petit que les autres. Bah, évidemment, c'est lui qui a tout compris depuis le début, et c'est évidemment celui qu'on n'écoute pas et que de préférence, on laisse tout seul. Ouais, mais c'est chouette d'avoir ça. En fait, Mais il y a- on il y, a le un- sait. il y a un côté réactivation de clichés, de récits, Ouais. qui, contrairement à Stranger Things, ne joue pas sur une fonction doudou, mais joue au contraire Ah non. sur une fonction de plaisir du conte de fées. C'est-à-dire vraiment, il y a vraiment une structure de conte avec des méchants, des adjuvants, des opposants, des personnages. Moi, je trouve ça très agréable à regarder. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle mode de nouvelles séries qui sortent là, que ce soit sur Netflix ou sur Disney+, qui sont des séries entre guillemets à l'ancienne, dans le sens où ils veulent pas être des surconcepts over-feuilletonnants, mais au contraire des histoires qui se regardent et qui se consomment bien. Et comme je pense à la série Star Wars Mandalorian, Witcher aussi, qui justement, les gens disent « Ah, ça fait un peu rétro ». Et du coup, en fait, ça rappelle que, et on va en revenir justement, dans les années 90, il y avait des bonnes séries qui n'étaient pas forcément, on va dire, tout le temps feuilletonnantes ou tout le temps sérieuses, qui arrivaient à jouer sur plusieurs tons et à pas être que dans la parodie ou que dans le côté rétro. Et donc, du coup, maintenant, j'ai l'impression qu'on y revient, quoi. C'est presque un retour au premier degré. C'est-à-dire qu'on a tellement habitué aux fictions Ouais, au troisième, absolument. quatrième, Absolument. cinquième Il n'y a degré. pas de double ou de triple lecture. C'est très clair, ouais. c'est très évident. C'est-à-dire que quand la série a besoin de nous faire comprendre que la scène en question, c'est une métaphore du deuil, le gamin se transforme en fantôme et observe la question de la mort et tout ça. Ouais. Donc c'est vraiment très très premier degré. Alors ça peut déstabiliser, c'est même peut être un peu désagréable pour ça. Mais moi, ce que je trouve très agréable, mais c'est peut-être parce que nous sommes des vieux cons, c'est-à-dire qu'on retrouve un plaisir, encore une fois, trilogie du samedi, comme tu dis, d'histoire, de plaisir du récit, de plaisir des personnages. Moi, j'ai très envie d'une saison 2, de savoir ce qui leur arrive, en fait, tout simplement. Bah, il va y en avoir une. J'espère Enfin, bien. ne spoilons rien, mais non, mais effectivement, tu as raison, même sur des concepts qui peuvent être difficiles à matérialiser à l'écran. Je pense par exemple à la jeune fille, l'adolescente, qui donc elle a la clé qui lui permet de rentrer à l'intérieur de son cerveau, ses souvenirs, etc. Et Ce qui serait le bordel si je faisais ça, qui moi. se décide à se débarrasser de sa peur, c'est-à-dire qu'elle elle emmène de son cerveau la créature qui est censée représenter la peur, elle la ramène dans le vrai monde et elle l'enterre. C'est un truc que je trouve assez génial quand même. Littéral. Et du coup, elle devient complètement sans peur, sans reproche et du coup sans tabou. Donc ça devient une toute autre personne, Et mais c'est une c'est vraie assez malin. réflexion, c'est un Ouais. vrai. Et c'est pour ça que je pense que d'ailleurs nos amis les milléniaux n'ont pas aimé la série parce qu'elle est au contraire peut-être trop premier degré. On n'est pas des milléniaux? Non, je crois pas. Si, moi, je suis bien sûr que oui. On est des milléniaux, nous. On est fin milléniaux, mais un peu, ouais. Je suis né en 88. Ouais. Je crois Ouais. que les milléniaux c'était ceux qui étaient nés dans les années 90, 2000. Non, ça va à 82, je crois, ou 3. C'est ton année de naissance. Non. J'ai défini. Je suis un millénial. Et je précise aussi que la maman est jouée par cette comédienne qui s'appelle Darby Stanchfield, qu'on avait adoré dans Scandal. Voilà. Juste pour citer le. Bah, il y a parce un que point j'avais Lost et un besoin. point Scandal. Voilà. T'as remarqué que je n'ai toujours pas dit Molo Molito et que les auditeurs Ça sont va venir au bout d'un évidemment. moment, ça va venir. Convaincu ou pas, François? Non, Intrigué, moyen. J'ai trouvé si. que vraiment ce que vous avez raconté, Non, c'était quand tu super pars- chiant, voilà. ça m'a pas fait envie. Par la du tout. série, oui, par vous, non. Bon, ça s'appelle Lock and Moi, Key. j'aimais beaucoup ce que faisait François Descraques avant qu'il parle. Ah bah oui, bah là, oui. Ça s'appelle Lock and Key et c'est disponible sur Netflix. Nous, on dit oui. On dit oui. Et François dit Je moi. dirais à voir. Ouais, on verra. Il fait la tête de Télérama, Non, tu fais. mais- Non, mais vraiment, ça m'intéresse, hein, vraiment. C'est juste que j'ai pas eu le temps, mais je l'ai pas vu. Je voulais pas critiquer une série que j'ai pas vue. Je suis pas comme vous. Moi, Voilà. je peux pas me On l'a pas regarder vu, des hein, pardon, séries. on l'a pas vu. En fait, on parle, mais on l'a pas vu. Allez, on passe maintenant au choix de notre invité. J'ai le droit de faire le In every generation there is a chosen one. She alone will stand against the vampires, the demons and the forces of darkness. She's the Slayer. J'ai toujours rêvé de faire ça. Ah, c'est bien. Ouais, non, c'est pas impressionnant. La version anglaise serait mieux, non? Qu'il est drôle. Entre 1997 et 2003, Joss Whedon nous a régalé des aventures de Buffy et du Scooby Gang. Mais François Descraques, j'ai envie de vous demander, série de science-fiction ou coming of age story? La meuf n'a qu'une question en retour de Magneto. Très clairement, Coming of Age Story. Elle est pourrie, cette question, on est Ouais, d'accord. Ouais, je l'adore, Ouais, j'adore ouais, faire ça. C'est un peu comme la série de la maturité, mais ça viendra plus tard. Donc oui, c'est vraiment une série sur l'adolescence et surtout dans les premières saisons, ça parle vraiment de tous les traumas de l'adolescence, mais à travers un filtre fantastique.
y a un mélange de genres, voilà, quoi, qui est assez dingue, quoi. Donc, mais moi, ce qui me rend curieux dans cette série, c'est que c'est une série avec laquelle j'ai pas vraiment grandi. C'est-à-dire que c'est une série que comme beaucoup de gens, j'ai boudé d'abord. J'ai fait genre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Parce que ce truc avec une fille, mais, des démons. mais quoi, vraiment, je veux dire. vraiment, j'étais le jeune con en mode non, c'est pas pour moi ça. Et à un moment, je sais pas, tout le monde arrêtait de me dire non, mais vraiment regarde. Du coup, à l'époque, c'était l'époque des DVD, c'était les trucs qu'on mettait dans des galettes. En fait, d'accord, ok, ouais. je vois Dans pas. une crêpière. non Voilà. Et du coup, j'ai regardé ça et j'ai fait genre mais en fait, c'est la meilleure série de tous les temps. Elle vient de lancer une vanne qui s'est J'ai entendu écroulée au une sol. Une On blague était- bretonne. ouais. Ouais, Comme un écoute, crash. Hein. Ouais, je m'en fous, moi. Je fais des blagues régionales. Pas ça après. Tu l'as Alain Gilopétré de la vanne, c'est ça? Exactement. Il y a un côté, on est obligé de faire des blagues bretonnes au moins une fois. Ouais. Voilà, Oui, quoi. bien sûr. Exactement. Kenavo. Mais alors, du coup, ça veut dire que tu as repris par ordre chronologique ou tu fais partie de cette génération qui, à un moment, quand ça a commencé à devenir très noir, parce qu'il y a eu un moment, il y a eu un tournant dans Buffy où on a fait oh, du donc, et du coup, tu as fait un retour après sur les premières saisons. ou Non, t'as en fait, tout je l'ai loupé à la Ouais. sortie à la télévision, quand il y avait des rendez-vous ponctuels. Et c'est vraiment en DVD, juste à la fin, pratiquement, en 2003, en fait, 2003-2004, vraiment, Ouais. au moment où ça se termine, que là, je les regarde tous d'un coup, mélangé aussi à Angel, le spin-off de la série. Et vraiment, là, j'ai fait genre, ah ouais, d'accord, en fait, il y a un vrai concept qui est fait pour que si t'es, enfin, c'est Joss Whedon qui disait que il a fait exprès de l'appeler Buffy tueuse de vampires, enfin en anglais Vampire Slayer, pour que les gens qui sont un peu cons comme moi ou un peu prétentieux ne regardent pas. Donc le titre est fait exprès pour être un peu débilos. Ouais. Et en fait, quand tu te rends compte que en fait, ça parle de trucs très sérieux et en plus ça devient hyper dark et après il y a des épisodes vraiment terrifiants en termes de maturité, etc., en termes de sujets que ça aborde et tout. Vraiment, voilà quoi. Il veut il veut te faire rentrer par un prisme vraiment très léger, très parodique, un peu au début, mais en fait pas du tout. Cela dit, c'est plutôt un très bon titre, puisque ça parle d'une fille qui s'appelle Oui. Buffy, qui est tueuse de vampires. Moi, je trouve que le titre est plutôt bien choisi jusque-là. Ouais, mais pas que. Vous voudriez appeler ça comment, sinon? Non, mais en fait, c'est vrai que tout est fait pour que tu dises. Sunnydale? Sunnydale, oui, en fait, c'est ça. C'est Riverdale. Maintenant, c'était Ouais. Riverdale avant Riverdale. Mais vraiment, voilà, je trouve ça vraiment brillant comme série. C'est surtout une série qui a beaucoup influencé beaucoup d'autres showrunners. Je pense que c'est aussi pour Doctor Who, il a été vachement influencé par ça. Donc voilà, c'est à la fois une série unique, c'est-à-dire qu'il y a très peu de séries qui se ressemblent. Enfin, peut-être maintenant, là, j'ai l'impression que sur Netflix, les Sabrina, tout ça, essayent un peu de reprendre un peu ce concept-là à leur façon, mais pendant 15 ans, c'est une série unique, incomparable, quoi. Et alors, moi, je m'en souviens vraiment comme de la première série où l'héroïne a grandi, vieilli en même temps que moi, Ouais. et avec des préoccupations de plus en plus lourdes et de Oui. plus en plus dark. Et moi, c'était la première fois que je regardais une série où il se passait ça en même temps que moi, je vieillissais, quoi. En fait, c'est ça qui Ça a est. été assez bizarre. C'est ça qui est dingue, c'est que l'innocence des héros de la première saison, où ils sont vraiment lycéens, elle est pop-up girl, c'est très léger et tout ce qui lui arrive dans sa vie est tellement dramatique. Elle perd sa famille, elle perd sa mère. Et aussi, il y a Cela aussi- dit, on lui crée une petite sœur qui sort de nulle part. Alors, il y a La clé. il y a des trucs complètement. Dome. Tu perds une mère, mais t'as une petite sœur. Mais ça qui est La génial. série se permet des trucs quand même hallucinants. Mais en fait, ça qui est génial, c'est que ça arrive à mélanger des problèmes hyper du quotidien, genre sur qu'est-ce que tu fais après le lycée si t'as pas eu des bonnes notes, et t'es obligé d'avoir un taf de merde dans un fast-food, il y a des démons qui veulent envahir ta ville, et elle les mélange au même, c'est-à-dire que les deux aspects de la série sont traités avec le même niveau de sérieux. Tout en étant conscient que c'est des vampires, c'est un peu débile, quoi. Mais donc donc je sais pas à quel point c'est le second degré. C'est là où c'est très très bien fait. Il y a un c'est côté que- camp, en fait, un peu dans la Oui. série, d'ironie sur l'ironie, et en même temps, c'est utiliser la série B, la série Z, Ouais. parce qu'en en gros, les maquillages des vampires, ça vient un peu de là, et en même temps, de réutiliser cette série B, cette série Z, pour en faire un conte philosophique, Oui. des questionnements. Ça, c'est quand même très très nouveau et très malin de la part de Joss Whedon. C'est-à-dire d'avoir utilisé le bis, ou en tout cas quelque chose qui soit de l'ordre du ridicule ou de la pop culture pure, et d'en faire un terreau de réflexion, de questionnement. C'est quand même une des premières grandes séries queer mainstream, où on a quand même le personnage d'Alison Hannigan, donc qui devient une sorcière, qui devient, en tout cas qui
prône son homosexualité dans la série Ouais. et qui la défend contre les personnages et ça devient vraiment quelque chose d'assez fort et c'est un symbole assez puissant. Moi, je suis toujours très étonné. Et puis héroïne de cet acabit autosuffisante Oui. et meneuse et il y en avait pas eu. Oui, il y en avait très peu, mais je suis toujours quand très même. étonné comme Buffy, en fait, c'est devenu aujourd'hui une sorte de socle commun à une génération qui se reconnaît notamment dans ces questions de progressisme, de féminisme. C'est-à-dire que c'est vraiment une sorte de bible pour ça. C'est-à-dire que moi, je suis très étonné, par exemple, de voir à quel point Buffy a irrigué la culture gay, par exemple. C'est devenu une héroïne de la culture gay, et c'est pas au départ étonnant, et c'est pas au départ le principe, mais c'est qu'il y avait peut-être des valeurs de diversité dans cette série. Il y a des valeurs de diversité sans pour autant être, on va dire, un argument commercial. Justement, c'était ça la blague, c'était non, ça parle de vampires, vous allez voir et tout. Et en fait, à travers ce masque de série B rigolote, il y a de la diversité, il y a des thèmes, surtout sur le féminisme, surtout sur comment la série se conclut sur pourquoi Buffy est une tueuse de vampires, sachant que c'est un truc qui a été imposé par des hommes et tout. Donc à la fin, elle se libère de ce poids-là. Mais même pour revenir dès le départ, le principe de départ, dans la première scène, c'est ça, c'est de montrer, ok, d'habitude, la pop-pom girl qui se balade dans les couloirs vides, c'est la première victime d'un film d'horreur, et ben c'est elle qui tue les monstres. Il y a vraiment un jeu d'inversion qui est quand même très très surprenant pour l'époque. C'est vraiment une série pop au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire qui fait éclater des choses et qui éclate. Il y a vraiment quelque chose de premier degré en fait. Même sur ces histoires d'amour, c'est-à-dire que ça part au début sur une sorte de variation mal toxique, autour de hein. oui, non mais Roméo et Juliette, Angèle, c'est impossible, machin, etc. Et pour finir avec un Spike qui est quand même Oui, mais sur un toutes les degré de toxicité, Oui, mais complètement. mais Et qu'elle réussit à rendre finalement à domestiquer héroïque. et en même temps Ouais. à le friendzoner jusqu'au bout. Ouais. Donc toutes les histoires d'amour pratiquement dans Buffy sont tragiques aussi. Ça c'est un truc il y a pas vraiment de happy end pour aucun personnage. Zéro rédemption, zéro happy end. Ouais. Vraiment, c'est que si tu regardes le début, tu dis ah bah c'est sûr, elle va sortir avec le vampire ténébreux à la Twilight. Ben en fait, ça se passe pas du tout comme c'est prévu et c'est même pire ce qui se passe. Enfin, Mais il y a un G.I. Joe aussi à un moment où Aiden, non Aiden, c'est dans Sex and the City. Ouais, mais c'est le même personnage. C'est le même personnage, c'est pour ça. Comment il s'appelle? C'est son copain, oui, à la fac et tout. Et pareil. Il revient pas en mutant. Non, c'est le méchant qui est le mutant. Ouais. C'est Adam, c'était le méchant. Adam, c'est ça. Mais et en plus, il y a des trucs tellement pointus mais bien faits, comme un personnage qui à la base est un figurant, mais littéralement un figurant dans les premières saisons, qui est un gars qu'on bouscule tout le temps, qui est juste une espèce de nerd en mode lui il se fait tout le temps bousculer, donc c'est Jonathan, je crois, qui en fait à force des saisons a de plus en plus de dialogue et il devient le méchant d'une des saisons, tellement qu'il dit bah oui, en fait j'en ai marre, depuis ça fait 4 saisons que je me fais bousculer et qu'on on me traite comme de la merde. C'est celui qui se fait peler, on est d'accord, hein. Et après ça se termine très mal pour lui au final, donc donc c'est ça, hein, c'est lui que Willow retourne et pèle à vif. Non mais là, pardon, mais voilà, on peut parler de cette scène. On est quand même dans une série qui était marketée à la base comme une série teen. Il y a quand même une sorcière qui retourne la peau d'un mec intégralement. Je me souviens vraiment visuellement, il y avait un truc de Mais est-ce que c'est bien teen au sens où on l'entend, c'est quand même plutôt une série pour les, on va dire, 15-25 ans qu'une série pour les 10-12 ans, non? Je sais pas. Oui, bah 15 tu peux encore rentrer dans les mais on est vraiment sur le passage à l'âge adulte. Il y a vraiment mais des choses qu'on a un peu, qui se sont un peu d'ailleurs développées aujourd'hui, mais on n'a pas retrouvé la grâce de ces séries-là. C'est-à-dire Sex Education, c'est super, c'est une super série, mais ça n'a pas cette légèreté. En fait, il y a un côté très léger, très profond en même temps dans Buffy. Bah c'est ça, c'est que toutes leurs actions ont des conséquences. Et bon, le fait d'être une tueuse de vampires qui passe ses nuits à tuer des vampires fait qu'elle a des mauvaises notes et fait que elle est fatiguée. Elle est fatiguée et fait que après, enfin, il y a des conséquences. Elle peut pas rentrer, elle a pas des bonnes notes et du coup elle est virée de sa fac. C'est pas juste. C'est un truc que je trouvais intéressant parce que dans beaucoup de séries où tu sais pas dans des lycées, tu as l'impression que la scolarité n'existe pas, quoi. Et là, en fait, ils te disent bon voilà, on va pas vous faire des scènes entières de cours et des examens, mais les personnages vont avoir une évolution surtout après le lycée, qui va être la vraie vie. À savoir les petits jobs et tout. Et la dépression de l'âge adulte. Exactement, et surtout de la responsabilité. Et Buffy devient un personnage très dépressif dans les dernières saisons, vraiment. Elle va pas bien du tout. Elle va pas bien. Toute son histoire avec Spike, on est quand même dans une espèce d'histoire toxique d'autoflagellation, de s'imposer un truc pas bien. Et puis sans trop spoiler, on a quand même un personnage qui littéralement décède pour être ramené malgré lui à la vie, comme une sorte de série qu'on aurait rebooté. Et surtout, qui refuse, qui en veut aux gens de l'avoir ramené à la vie. Qui dit mais j'étais mieux en morte. Le nihilisme total de la série pour les adolescents. Mais c'est ça. Non, vraiment. Et la galerie de personnages, même annexes, qui s'enrichit au fur et à mesure des saisons, comme tu le disais, ils ont tous un vrai propos. Il n'y a pas de personnages accessoires. Et vraiment.
Alex, qui est au départ, Ouais. ce qui est marrant, c'est que c'est un peu le mec. Parce que d'habitude, dans une série, il y a toujours la meuf. Là, c'est le mec. Ouais, mais alors, quelle figure du mec? C'est ça qui Mais- est très étonnant. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le mec au début, justement, qu'on considère comme étant un peu inutile, un peu qui a pas de pouvoir. Alors, Ouais. il est ni magicien, ni tueur de vampires, Ni bibliothécaire. ni bibliothécaire. Et donc, du coup, il est le gars qui conduit des fois le van, qui aide un petit peu, mais qui devient très profond au fur et à mesure, qui sait sa place, Ouais. qui sait qu'il est quand même utile, qui sait que sans lui, le groupe s'éclate. Et ça, je trouve ça hyper intéressant d'avoir un personnage masculin qui est pas du tout l'alpha mâle, mais jamais quoi. Alors on y va, on pose la question à quel personnage on s'identifie le plus. François, Ah bah Alex. je suis Enfin, évidemment, moi je rêverais d'être Buffy, mais évidemment je suis Giles, hein, le pourri derrière les bouquins, hein, à peu près. C'est Moi, ça. je suis Willow. Ah bah bien sûr. bah oui, Voilà. tout le monde veut être Willow. Ouais. Tous vous peler en un coup de Dracarys. Après, le mec parfait, c'est un peu. Mais j'aimais bien Anya. Je suis Oui. peut-être un peu Anya, qui Oui, est super énervante, mais qui est Anya, c'est hyper la drôle. psychopathe qui a une rédemption. Très, très drôle. ouais. Et, Il y avait tout- Face, il y avait la Ah, l'autre. elle bien était sûr. bien, Face, Elle était l'autre, bien, ouais. l'autre Oui. tueuse. L'autre tueuse, elle était. La tueuse Elisa Dushku. parallèle. Donc voilà, enfin, il y a tellement de personnages forts Mais même l'amoureux loup-garou était sympathique. Oui, Je trouve même bah, les oui. personnages masculins avaient quelque chose de touchant. Ouais. Et ouais, non, vraiment. Et surtout, il y a toujours un côté, vu que ça joue sur des clichés un peu vieillots. Bon, puis il y a un personnage qui, à un moment, un méchant qui arrive et il est connu comme étant invincible parce qu'il dit 1000 épées ne peuvent pas me battre. Un truc comme ça, ou une armée de 1000 soldats ne peuvent pas me battre. Et du coup, tout le monde dit il est invincible, vu que 1000 soldats ne peuvent pas le battre, il vient du Moyen-Âge. Et donc Buffy, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un bazooka et ça vaut plus que 1000 soldats et elle le défonce. Elle dit voilà, en fait, il vient d'une autre époque, il a plus de pouvoir, c'est de la merde. Mais je crois que ce qui était aussi un peu cool, c'est que on savait que cette héroïne, donc Sarah Michelle Gellar, pratiquait elle-même les arts martiaux en fait, et qu'on savait qu'elle, elle est certainement pas à hauteur de ce qu'on lui faisait faire dans le. Mais il y avait un truc qui était un peu cool en disant, à chaque épisode, elle peut y elle se aller, bat. hein. Enfin, Ouais. je veux dire, c'était une série hyper ambitieuse. C'est-à-dire que vraiment, chaque épisode, il y avait un monstre différent. Il y avait 26 épisodes par saison, donc ça, c'était une autre époque. Et elle se battait. Il y avait des mythologies différentes, Oui, des voilà. personnages qui apparaissaient. On Ouais. se rappelle tous évidemment de l'épisode muet qui est vraiment Bien sûr. totalement génial. Ouais. Ouais. Et il y a vraiment des idées, un peu comme la 4e dimension. On avait l'impression qu'on rentrait dans des idées, des Épisode histoires musical aussi. Épisode Bah, bien musical, sûr, ouais. évidemment. Oui. Qui était peut-être le premier épisode musical d'une série, on va dire, qui n'était pas Ouais. musical et qui a donné un peu, qui a inspiré plein d'autres séries à faire pareil. Mais en plus, lui, ce qu'il a fait, Joss Whedon, c'est qu'il l'a justifié dans son histoire. C'était pas juste un délire, c'était genre, Ouais. non, il y a une malédiction, les personnages sont obligés de chanter tout le temps, du coup, c'est de la merde, du coup, ils disent tout ce qu'ils pensent, du coup, les gens découvrent des choses, des secrets qu'ils ne devaient pas se dire parce qu'ils le disent en chantant. Et en plus, c'est des musiques superbes. Enfin bref, tout était. C'est très très malin en fait. C'est ça Ouais. qui est assez étonnant, c'est que même à revoir aujourd'hui, il y a un côté très malin qui n'a pas bougé, alors qu'il y a d'autres séries qui étaient très chouettes à l'époque, qui ont un peu vieilli. Là, il y a une manière de Joss Whedon d'attraper la pop culture et de manière toujours par le bon prisme en fait. C'est vraiment une série qui ne vieillit pas ou en tout cas très peu. Alors pour ceux qui n'auraient jamais vu Buffy contre les vampires, sachez que c'est mal et qu'il serait quand même pas mal de le rattraper. Ce sera la conclusion de cette conversation. Surtout Buffy. que là, ils ont sorti une saison 8 en dessin animé, Ouais. adapté de la BD, machin et tout, donc on peut en DVD. Mais donc l'histoire, elle a un peu continué après l'arrêt de la série. Et je crois que vraiment, il y a je vois des gens sur Instagram et tout. Rebinger la série, redécouvrir la série, des vrais jeunes, pas comme nous. Des vrais jeunes. Et Je le prends hyper mal. Mais ils aiment bien et tout, et franchement. Mais c'est pas une influence aussi quand on. Tous tes travaux, bien il y a sûr. un truc de Buffy. Mais évidemment, c'est sûr que ça m'a influencé sur ce mélange de genres, sur à la fois assumer un concept qui peut paraître ridicule, mais en même temps prendre au sérieux le concept et les personnages surtout. Je pense que c'est tous les personnages. Dans le Visiteur, il y a vraiment ça. C'est ça, c'est qu'on a beau avoir un concept un peu étrange et assumé, un peu débilos. On s'est dit, et si on prenait la blague au sérieux, et c'était ça la blague sur le Visiteur du Futur, c'était au départ, c'était limite un court-métrage sur un mec qui vient du futur qui dit j'ai pas cette canette, et on s'est dit ok, d'où il vient, on veut savoir d'où il vient, ok, bon, check saison. et de prendre la blague au sérieux, c'est un truc qui me fascine, et on se rend compte que derrière la blague, il y a des thèmes, il y a quelque chose derrière les apparences.
qui permet d'être divertissant et en même temps de raconter des vrais trucs sans pour autant avoir la prétention d'être larmoyant tout le temps. Ou politique. Ou Voilà, exactement, quoi. Et après, justement, de surprendre les gens et de dire, et là, vous allez chialer. Et dans Buffy, l'épisode sur la mère. Ah bah oui. Mais il est possible. traumatisant, il est terrifiant parce qu'il n'y a rien de fantastique. Parce que c'est juste un. Ça devient du Bergman. Bah, les deux traumas, ouais, c'est bon. celui-là, c'est l'épisode de Bien la sûr. maman et l'épisode de Tara. Oui, aussi, pareil, une violence Oh là tellement. là. Soudaine, quoi. ouais, Enfin, voilà. un truc un peu genre. Et pas magique. ok. Pas du tout Ah, magique. Non, pas du tout. Et c'est La là vie, les gars, la vie, bienvenue. Voilà, C'est assez terrible. Et ça, c'est là où justement une série arrive à t'accrocher quand tu penses l'avoir compris et en fait non, et il repousse les Mais codes, effectivement, quoi. quand il y a ce côté un peu zinzin, que d'un seul coup, il y a une incursion hyper violente d'un réel très Ah ouais. super Entrée. terre à terre. Oh là là. Et on se moque de moi parce que je fais des blagues de breton. Je préfère arrêter Moi, tout de c'était une suite. blague de Renan Roland Cros. McDan. Ça, ouais. Oh non. Et ben, du coup, sans transition, avant de se quitter, on laisse la parole aux auditeurs qui ont certainement des trucs plus intéressants à faire que ces Sûrement. imitations horribles. Ok, donc moi, ma série préférée, c'est Friends. En fait, je trouve que la force dans cette série, c'est que les personnages ont été construits avec de vrais traits de caractère, des vrais gimmicks, et leur évolution en fait dans toute la série est hyper respectueuse de ce qu'ils ont créé au départ. Il n'y a pas de revirement de situation complètement incongru, et c'est vraiment respecter le téléspectateur et les téléspectatrices. Ce que j'aime aussi, c'est que pendant tout le long de la série, on a toujours un et ou une préférée, et en fait tout ça, ça évolue avec l'âge, parce que ça traverse les générations, mais aussi avec le nombre de lectures. On s'en rencontre plus tard, des fois qu'on préfère en fait tel personnage qu'on avait un peu mis de côté. Et puis en fait, on est tellement tout le temps avec eux, et on s'identifie tellement que c'est comme une deuxième famille. On a l'impression qu'on les connaît, on est sûr même de les connaître et d'avoir tout fait avec eux. Et je pense que le secret d'ailleurs de leur amitié, c'est qu'ils ne se jugent jamais, en tout cas jamais sévèrement. Et oui, point bonus, c'est eux qui ont inventé le concept de friendzone. Ce qui n'est pas complètement faux, n'est-ce pas, Renan, pardon, excusez-moi. Alors, je dois rétablir une vérité. Pour avoir posé plusieurs fois la question, on m'identifie beaucoup plus à Chandler qu'à Ross. Non. Ah, C'est à cause des pulls, mais sinon, en vrai, t'es complètement Ross Geller. Mais on en revient, ceci dit, à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire de l'importance de bien traiter ses personnages. C'est Et de ça, ne pas mais- faire n'importe quoi et de garder une psychologie qui reste cohérente avec ce qu'on nous montre dès le début. C'est l'intérêt des séries, c'est-à-dire que plus que dans les films où les films peuvent se tenir sur une intrigue forte d'une heure et demie et des séries, tu peux avoir des mauvaises intrigues ou des intrigues que tu oublies, mais si les personnages sont pas forts, c'est une mauvaise série, c'est tout, quoi. Non, mais surtout, en plus, tu te le prends pleine balle par les téléspectateurs. Moi, je me souviens que dans Friends, quand il y a eu la phase Joey et Rachel, Oh là là. Oui, c'est no, it's a big no, c'est fou no. comment Ça peut pas. tout le public s'est dit non, ça ne marche pas, ce n'est pas possible, Ouais. ce n'est plus les personnages tels qu'ils devraient. Enfin, et tout le monde était d'accord, il y a personne qui a dit ah non, non, tout le monde dit non, c'est pas logique, c'est pas eux. Mais moi, j'ai une théorie qui fait que, pour moi, Friends est responsable de notre dépression collective aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, Friends est vraiment la série qui nous a vendu l'idée que la vie d'adulte, c'était ça. C'est-à-dire que ce que je trouve, moi, c'est vraiment ma série préférée aussi. Donc, je trouve fascinant quand je regarde Friends, il n'y a aucun contrat social, il n'y a aucune contrainte sociale. Les personnages travaillent quasiment pas, ou quand ils travaillent, c'est une Si. blague. Non, c'est une blague C'est quand juste ils que tu ne sais pas quel métier fait Chandler. Mais après, c'est pas. Mais justement, ça, c'est vraiment l'idée de la vie d'adulte la plus absurde, le métier dont on ne sait pas ce que ça signifie. Quand ils travaillent, c'est soit pour monter en carrière, et ce n'est absolument pas une contrainte sociale. Comment on peut vivre dans ces appartements-là à New York avec... Bah, les Geller, ils ont quand même un métier. Non, mais surtout Professeur Geller, Non, mais, il est pas oui, mais par exemple, c'est Monica, Joey. elle est cuisinière. Joey, surtout le comédien Ouais. qui travaille jamais. Ouais, c'est une blague en fait. Tout est une blague. Les relations sociales, les parents, c'est une blague. Tout est une blague. C'est vraiment une série qui crée l'idée que finalement la réalité c'est joué. Et moi, ce que je trouve fascinant dans cette série, c'est que ce sont vraiment des gens qui sont infantiles. C'est-à-dire quand vous regardez la série avec un œil adulte, vous dites ah Ils non. sont jeunes, ils sont comme. Oui, Mais, voilà. mais non, mais ce qui est triste, c'est que quand on a découvert la série, on était jeunes, ils étaient plus vieux. Du coup, Ouais. on disait. C'est ça la vie d'adulte. Voilà. Et maintenant, quand on regarde, on est plus vieux qu'eux. On est plus vieux qu'eux et on se dit mais j'ai pas eu cette vie-là. Ouais. Pareil, il n'y a pas de notion d'intimité dans cette série. Pardon, mais moi je vis dans un monde où quand on rentre chez moi, on tape à la porte et on rentre. Et donc c'est fascinant parce que la C'est série ça qui est a drôle. provoqué, oui, Ouais. mais elle a provoqué une sorte de rêve, de réalité comme ça alternative. Et c'est pour ça que je la trouve magnifique cette série parce que c'est presque un antidépresseur. Mais c'est un rêve commun. Oui, tout le monde, vrai. tout le monde l'a, tout le monde a ce code-là, tout le monde a cet idéal-là. Et en même Exactement. temps,
personne à cette vie-là. Et donc tout le monde déprime. Voilà. Et c'est fascinant comme ces personnages qui sont des archétypes, qui sont des stéréotypes, sont devenus des archétypes. C'est-à-dire, c'est vraiment, on peut limiter chaque personnage à un trait de caractère. Et en fait, ils sont devenus des façons de penser le monde. Aujourd'hui, dans un groupe, tout le monde cherche à savoir qui est Rachel, qui est Monica, qui est Chandler, Qui est Ross, bah, qui est, ça, on ouais, le sait. ça va. Et donc en fait, c'est génial comme moi je trouve que c'est le plus beau parcours d'une série. C'est comment une écriture stéréotypée devient une manière de penser le monde. Et pour moi, Friends. En gros, je comprends. Les gens qui n'ont jamais vu Friends, je crois qu'on peut pas se parler. Mais t'inquiète pas, je suis Monica. Hein, Je sais, mais voilà, c'est pour ça que notre tandem est parfait. Mais moi qui ai revu. Oh là là, François, vous êtes qui Pour Friends Oui. Alors moi, justement, j'ai grandi Alors moi, je avec suis Friends. Phoebe. C'est moi tranquille. Je pense que je suis Chandler dans le sens le mec qu'on respecte pas. mais sinon, j'ai redécouvert la série. Là, j'ai re-regardé les épisodes un peu de façon un peu random. Et c'est dingue comment certains aspects ont pas vieilli du tout. Il y a des répliques, des gags, des constructions narratives qui sont parfaites. Vraiment, c'est des leçons de scénario et de dialogue. Et puis des fois, il y a des trucs mais qui ont tellement mal vieilli, des blagues un peu grossophobes, etc. Voilà quoi, tu te dis ah ouais à l'époque ça suffisait quoi. Genre, oui. Voilà. Mais c'est intéressant de le voir avec ce double regard, de voir qu'est-ce qui est comme tu dis des archétypes qu'on retrouvera partout tout le temps. Et qu'est-ce qui était très années 90 et qui a fait que ça voilà ce pull là. Et c'est marrant comme les créateurs de Friends avaient créé une série justement qui s'appelait Dream On, qui était une série sur un type qui grandissait devant la télévision et qui pensait le monde à travers la télévision. Et en fait Friends ils ont réintégré ça où en fait il y a que des références. En fait la seule chose qu'on a en commun avec ces personnages, c'est d'avoir les mêmes références pop culture. Et si vous regardez dans chaque épisode il y a une référence pop culture qui vous crée un lien avec eux. L'épisode pyramide, je vous en supplie, l'épisode pyramide est génial. La chaîne porno piratée. Et en fait, ça crée comme ça, c'est-à-dire que le monde de Friends n'existe pas. C'est un monde qui est irréel, mais le fait qu'on ait les mêmes références pop culture, le fait qu'on puisse croiser Jean-Claude Van Damme, fait qu'on y croit. Et ça, c'est quand même fort. C'est-à-dire que ce qui prouve que c'est la pop culture qui crée le lien. Ça joue en plus sur un truc complètement idiot, c'est-à-dire que dans les guests célèbres, il y a des mecs qui viennent et qui jouent eux, Jean-Claude Van Damme, et t'as Suzy, Julia Roberts, la nana qui a maltraité Chandler, quoi. Ce qui est... il y avait, mais surtout il y a un truc que je trouve intéressant dans Friends et qu'on retrouve aussi dans How I Met, c'est ce côté où ça a beau se passer à New York, t'arrives à comprendre les codes de New York, comme si, à te les approprier comme si tu y vivais, parce que finalement à Paris c'est pas si différent, ou dans les grandes villes où il y a ce côté genre tu vis dans un petit appart, tes parents sont plus loin en banlieue machin, dans une grande maison. Du coup ça devient un peu des codes universels, alors que déjà c'est une série new-yorkaise qui est pas du tout tournée à New York. Oui, c'est ça. Ils ont vraiment genre 2 rues de New York et c'est tout, et des stock shots. Donc du coup il y a, voilà, c'est ça, c'est un univers imaginaire comme tu dis. Bon, et on va conclure sur Friends. Ben oui. Tout le monde était content. I'll be there for you, Charles. I'll be there for you. Enfin, oh là. On va épousseter tes dinosaures, on en reparlera plus tard. Merci beaucoup François Descraques, merci beaucoup Ronan Cros. De rien, Charles. Eh bien, We Love Series, c'est terminé. On se retrouve dans 15 jours avec un autre sujet et un autre invité.